Bonjour à toutes et tous. Dans cette journée consacrée au secret des affaires, quel équilibre des pouvoirs? Comme nous allons avoir quatre tables rondes, le public va s'enrichir. Je vous conseille de rester tout au long de la journée parce que l'ensemble des quatre tables rondes sont intéressantes. Alors, permettez-moi donc, pour ouvrir ce colloque, de commencer par une évidence. Le secret des affaires est devenu l'un des sujets les plus sensibles de nos démocraties contemporaines parce qu'il se situe exactement à l'intersection de deux exigences fondamentales, toutes deux légitimes, toutes deux vitales. La première, protéger les entreprises, l'innovation, la compétitivité et la souveraineté économique. La seconde, garantir la transparence publique, la reddition des comptes et le droit des citoyens que nous sommes à comprendre comment sont gérés leurs deniers. Et comme souvent en démocratie, l'équilibre n'est jamais donné. Il se construit, il se discute, il se dispute même, enfin. C'est tout le sens de ce colloque. À l'origine, le secret des affaires est un mécanisme destiné à protéger les entreprises contre l'espionnage industriel, la prédation, les cyberattaques et la captation de savoir-faire stratégiques. Je pense que personne ici ne remet en cause ce principe-là dans un contexte où les chaînes de valeur sont mondialisées, où les tensions géoéconomiques se multiplient. Sécuriser les entreprises, c'est sécuriser les savoir-faire, c'est participer à sécuriser l'emploi, l'innovation et la souveraineté. Mais comme tout outil juridique puissant, son usage doit rester maîtrisé. Car un outil conçu pour protéger peut aussi devenir un outil pour cacher ou se cacher. Une protection peut devenir une dérive et une bonne intention peut produire de graves effets pervers. Et le problème commence lorsque le secret des affaires sort du champ économique pour se substituer aux exigences démocratiques. Lorsque l'on s'oppose le secret à des élus, à des journalistes, à des chercheurs, à des usagers. Lorsque l'on oppose ce même secret à un citoyen qui demande tout simplement mais comment sont dépensés mes impôts? C'est dans ce glissement que se loge le cœur même du problème. Dans la continuité des propos de Luc de Clapier, marquis de Vauvengarde, qui disait que la clarté est la bonne foi des philosophes. Je pense aussi que la clarté devrait être la bonne foi des institutions et de celles et ceux qui ont l'honneur de les animer au quotidien. Car il ne s'agit pas seulement de contrats entre acteurs privés. Dans le domaine de la commande publique, nous ne parlons jamais de simples transactions. Nous parlons de deniers publics, de concessions, d'autoroutes, d'eau potable, de transport, d'énergie, de numérisation de l'État, de gestion d'infrastructures essentielles comme les aéroports par exemple, auxquels je m'intéresse beaucoup en ce moment. Aussi, à partir du moment où un euro public est investi, un autre principe s'impose, antérieur au secret des affaires et supérieur au secret des affaires. Il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans ses articles 14 et 15. Article 14, les citoyens ont le droit de suivre l'emploi de la contribution publique à laquelle ils ont librement consenti. Et l'article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent public. Ces dispositions sont inscrites dans notre bloc de constitutionnalité. Elles sont claires, elles sont totales, elles ne souffrent d'aucune ambiguïté. Ce n'est pas une opinion, mais bien la loi fondamentale de la République. Et pourtant, c'est de là qu'est née la proposition de loi visant à promouvoir la transparence des contrats de la commande publique que je porte. Lorsque des usagers, des élus locaux, des parlementaires eux-mêmes demandent l'accès aux contrats de commande publique, ils se voient répondre secret des affaires. Ou à l'inverse, se voient submergés par des milliers et des milliers de documents à analyser dans un temps très restreint. Nous le voyons aussi par les difficultés d'accès à des informations dispersées et non agrégées. Suivez mon regard tout à l'heure. Secret des affaires, nous l'avons entendu d'innombrables fois dans le cas de la 69. Nous l'avons entendu d'innombrables fois pour des délégations de services publics d'eau potable, de transport ou d'énergie. Nous l'avons vu avec des contrats parfois si couverts qu'il ne reste à lire que les titres, un peu comme si on recevait un livre dont toutes les pages seraient noircies, sauf le sommaire. Avouons que ce ne serait pas un très bon cadeau pour
Le cadeau de Noël. Alors je vous le dis, c'est un dysfonctionnement démocratique majeur. Si la défiance envers les institutions progresse, c'est aussi parce que les citoyens ont le sentiment que certains contrats sont négociés sans eux, et c'est le cas, exécutés sans eux, et c'est le cas, et dissimulés à dessein, encore sans eux, et souvent contre eux. Or, ne pas rendre des comptes, c'est toujours prendre le risque de perdre la confiance. Et perdre la confiance, c'est perdre le consentement à l'impôt et donc fragiliser les fondements même de ce qui fait nation. Le secret des affaires ne doit donc pas être un paravent derrière lequel on ferait disparaître l'usage de l'argent public. Ce n'est pas seulement une question de bonne gestion, c'est une question de démocratie, de contrôle citoyen, d'état de droit. Et même, pour tout dire, c'est une question de respect envers celles et ceux que nous représentons. Alors, les 4 tables rondes d'aujourd'hui reflètent parfaitement l'ampleur du sujet. La première sur l'architecture juridique de la transparence, là où tout commence. Nous nous interrogerons sur comment organiser un droit d'accès clair, équilibré, conforme à notre Constitution et à la directive européenne qui, je le rappelle, autorise explicitement des dérogations au secret des affaires lorsque un intérêt légitime est en jeu. Or, quel intérêt pourrait être plus légitime que celui d'un peuple souhaitant contrôler l'usage de ses impôts ou des aides publiques allouées aux entreprises? C'est exactement le cas du contrôle démocratique des contrats publics, et c'est ce que je rappelle dans la proposition de loi que j'ai déposée, la mise en œuvre du droit, rien que du droit, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la CADA, puis en l'absence de réponse, malgré un avis positif de la CADA, au recours juridictionnel. Des années et des années de procédure. La deuxième table ronde portera sur les vigies citoyennes. Les associations, les collectifs, les ONG sont souvent les premiers à détecter ce que personne ne voit ou ce que certains ne veulent pas montrer. Et rappelons-le, la société civile n'est pas une gêne, elle est un contre-pouvoir dont la qualité du travail est établie. Le journalisme d'investigation fera l'objet de notre 4e table ronde. Si des affaires emblématiques telles que les Panama Papers, Uber Files, Implant Files et celles dont vont nous parler aujourd'hui les journalistes ici présents ont été révélées, ce n'est pas grâce au secret des affaires, mais malgré lui. Et nous devons éviter que ce secret ne devienne un instrument pour intimider, menacer, judiciariser les enquêtes pourtant d'intérêt général. Car sans presse libre, la démocratie se rétrécit et l'opacité s'épanouit. La table ronde sur la commande publique et le cas d'école de la 69, on ne pouvait pas ne pas parler de la 69, clôturera notre journée. La 69. Alors, s'il fallait choisir un symbole, celui-là s'impose. Non pas parce qu'il est le seul, mais parce qu'il concentre toutes les tensions. Secret, fragmentation de l'information, mensonge, concession d'une durée de 55 ans, impact territorial et écologique, refus d'accès aux documents contractuels, et jusqu'à aujourd'hui, un autre scandale en attendant le suivant. C'est un dossier malheureusement tellement riche, malheureusement tellement emblématique, qu'on pourrait presque en faire un sujet de mémoire. Je dis presque car nous préférerions tous ici, je crois bien sûr, qu'il demeure un cas isolé plutôt qu'un modèle reproductible comme celui de la 154. Comme me l'a dit un citoyen lors d'une réunion publique, on dirait qu'on construit une autoroute, mais qu'on ne peut pas regarder les plans. On peut sourire, mais la formule est implacable. Pour finir, je voudrais, mesdames et messieurs, formuler 3 principes simples qui devraient, me semble-t-il, guider nos travaux aujourd'hui. Ce qui touche à l'argent public doit être public. Dès lors qu'il y a financement public, concession d'un service public ou gestion d'une infrastructure collective, la règle doit être la transparence dès la conclusion du contrat et l'exception, la confidentialité. Deuxième principe, la protection des entreprises ne doit pas devenir une protection des décisions publiques. Le secret des affaires protège les secrets économiques. Il ne doit jamais protéger les choix politiques. Il ne doit jamais protéger des arbitrages financiers publics. Il ne doit jamais empêcher les citoyens de comprendre ce qui se fait en leur nom et avec leur argent. Troisième principe, l'équilibre des pouvoirs doit être restauré entre l'État, les entreprises, les citoyens, les médias, les élus. Le secret n'a jamais vocation à organiser un déséquilibre, encore moins une asymétrie d'information. Une démocratie adulte doit accepter d'être regardée
Et pour conclure, je voudrais rappeler une évidence démocratique, la lumière ne fragilise jamais. Elle ne fragilise jamais un état de droit. Au contraire, elle le renforce. Et pour plus de lumière, de cohésion sociale et de confiance, nous avons besoin de transparence envers nos concitoyens, nous avons besoin de transparence pour protéger nos finances publiques, nous avons besoin de transparence pour protéger les entreprises, car l'opacité nourrit les soupçons, les polémiques et les contentieux qui nuisent à leur réputation, y compris les contrôles fiscaux. Comme le rappelait Pierre Mendès France, la démocratie, c'est l'action de rendre des comptes. C'est bien cette exigence de reddition et de transparence qui doit redevenir le standard de la vie publique pour que vive la démocratie. Je vous remercie de votre attention. Et nous allons passer directement à la table ronde numéro 1 et je remplace au pied levé Benjamin Lucas qui s'excuse parce qu'il a un empêchement de dernière minute. Et je voulais également vous dire que je serai sans doute conduite à m'éclipser de temps en temps, ainsi que des collègues députés qui sont dans la salle, parce qu'aujourd'hui, c'est la niche de la France insoumise, et donc nous serons conduits à aller voter, courir dans les couloirs pour appuyer sur le bouton et revenir, évidemment, pour suivre notre colloque. Table ronde numéro 1, je l'ai déjà évoqué dans le cadre de mon intervention. L'architecture juridique de la transparence, c'est là évidemment où tout commence, dans un état de droit. Et donc nous allons avoir le plaisir d'entendre Jean-Baptiste Villa qui nous suit depuis la Polynésie. Il est très tard chez lui. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de votre présence et de votre disponibilité, comme votre disponibilité tout au long du dossier A69 et de vos conseils très éclairés sur les contrats de concession. Donc maître de conférence et habilité à diriger des recherches en droit public. Il est directeur du département droit, économie, gestion et doyen de la faculté de droit à l'Université de Polynésie française. Nous avons à ses côtés, si l'on peut dire virtuellement, Fabien Gay, qui est sénateur et vice-président de la commission des affaires économiques, membre de la délégation sénatoriale aux entreprises. Et aujourd'hui, c'est une vedette, si on peut le dire, non pas parce qu'il est directeur du journal L'Humanité, ça, franchement, mais parce qu'il est le rapporteur, il a été rapporteur d'une commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants. Souvenez-vous, 211 milliards. 211 milliards. Tiffaine Baudelomeni, qui est à ses côtés, avocate, ayant pratiqué notamment le droit de la presse. Elle travaille aujourd'hui au sein de Sherpa sur la protection de l'espace civique et en particulier la liberté d'expression et l'accès à l'information, tout le sujet effectivement de l'accès à l'information à l'ère numérique. Et en tant que responsable contentieux et plaidoyer pour l'association Sherpa, elle témoignera de ses travaux dans le cadre de cette association et de des sujets sur lesquels elle a été saisie ou est saisie en matière d'accès à l'information. Et Mathieu Lequen, à ses côtés également, docteur en informatique, il s'est engagé dans plusieurs mobilisations citoyennes questionnant les liens entre certaines grandes entreprises et le monde académique. Et vous voyez bien qu'en fait, les ponts sont faits entre nous, tous nos participants. Et devant le constat d'une demande d'information croissante de la part des étudiants et enseignants-chercheurs sur les liens de leurs établissements avec les entreprises mécènes, par exemple, il a fondé Academia en 2023. Il témoignera également des travaux qu'il a engagés et des contentieux dont il est saisi à ce titre. Eh bien, je vais laisser la parole tout de suite à Jean-Baptiste Villa, qui nous fera part de ses recherches et de ses constats sur la commande publique, les contrats de concession. Bon, un petit coup d'A69, ça ne fera pas de mal, mais après, on le reprendra à la fin de notre journée, à laquelle, évidemment, vous êtes conviés à participer. Mais bon, ça va être overnight pour la Polynésie, là. Jean-Baptiste. Bon, bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez? C'est un peu un test micro. Oui, c'est très bien. On vous voit et on vous entend parfaitement. Ok, très bien. Bah, écoutez, bonjour Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Alors, je vais pas faire la liste de tous les titres parce que je suis pas dans la salle, donc je ne maîtrise uniquement que les 4 personnes qui sont devant moi à la chaire. Mais je suis ravi de vous retrouver malgré ce décalage horaire et cette distance. Et je voudrais avant tout vous remercier, Madame la députée Haringui, et vos équipes également, hein, pour l'organisation de ce colloque et votre invitation. Je me rappelle un peu le contexte, hein,
déjà des échanges que nous avions eus, c'était pendant cette audition de la commission d'enquête parlementaire où vous étiez rapporteur sur la 69, avec quand même une espèce d'aveu d'impuissance, terme duquel il était impossible de déterminer les paramètres économiques, contractuels et financiers qui permettent de juger l'équilibre et l'opportunité même d'un contrat public de l'État avec une société. C'est tout de même étonnant, surtout quand on arrive à 3 400 milliards d'euros de dette. Vous l'aurez compris. Alors, en préparant ce colloque, je me souvenais d'une citation de Robert Badinter que je relisais récemment et qui disait une plaidoirie ne se lit pas parce qu'une plaidoirie, finalement, c'est la défense de l'humain, des hommes et des femmes. Dont acte. Mais la gestion des deniers publics, des politiques publiques, de leur acception, de leur déclinaison, des rapports entre le public et le privé, etc., nécessite de lire. Et avant de lire, il faut aussi avoir d'abord l'information, et c'est bien le sujet du colloque. Alors, bien sûr, l'équilibre de la balance serait fondamentalement incomplet, presque utopique, peut-être presque même naïf, si nous mettions de côté aujourd'hui le besoin, la nécessité impérieuse pour les opérateurs privés de pouvoir protéger leurs process industriels, leurs données commerciales, etc., etc. Bref, les éléments susceptibles d'entrer dans le champ de la fameuse définition du secret des affaires, qui est finalement reprise dans l'article L151.1 du Code du commerce, et qui nous dit, voilà, on peut protéger une information qui, par critère cumulatif, n'est généralement pas connue ou aisément accessible, deux, qui revêt une valeur commerciale, réelle ou potentielle, et trois, qui fait l'objet de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret, définition qu'on retrouve dans la loi du 30 juillet 2018 et dans la directive européenne du 8 juin 2016. Bien sûr, il y a cette donnée, je crois qu'il faut pas l'éluder, mais je crois que finalement le sujet est ailleurs aujourd'hui, je vais y revenir. Donc si nous nous plaçons du côté de l'entrepreneur, le cadre législatif apparaît cohérent en raison du besoin de protection qu'ils expriment dans un contexte concurrentiel, souvent parfois, pas tous, mais parfois internationalisé. Et de ce point de vue, l'État répond, à mon sens, ou en tout cas a répondu à cette attente légitime, sans donc un cadre juridique. Néanmoins, je crois que la situation actuelle est bien plus complexe que celle qui se dessinait à l'origine et qui était éminemment binaire, c'est-à-dire les opérateurs besoin et l'État qui répond. Je crois que cette complexification de la situation, elle tient en trois éléments, trois raisons. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais disons, selon moi, trois raisons essentielles. La première raison essentielle, c'est déjà le flou de la notion. De quoi parlons-nous? Du secret des affaires. Très bien. Le secret, c'est quoi? Par définition, c'est ce qui renvoie à ce qui n'est pas connu ou connu que par un nombre restreint, qui est fait ou mené sans que personne d'autre ne le sache, qui est soigneusement dissimulé au regard. Bon. Des affaires. Lesquelles? Est-ce qu'on doit appréhender l'acception sous un angle organique, c'est-à-dire est-ce qu'on renvoie aux affaires des opérateurs privés, des opérateurs publics, des opérateurs ou des relations qui mêlent opérateurs publics et privés, ou est-ce que de manière complémentaire ou unique d'ailleurs, on doit se référer à un critère uniquement matériel, l'information, la technique, les datas commerciales, financières. Vous l'aurez compris, la notion est très large, très englobante. Et donc, on saisit mal, pour le juriste que je suis, les frontières exactes. Et finalement, dans ce genre de cas, on renvoie la responsabilité au juge. Alors ici, d'ailleurs, hein, l'article L151.1 du Code du commerce ne présente pas, à mon sens, beaucoup d'utilité. Donc voilà pour cette première raison. Deuxième raison, à mon sens explicative, c'est le renouveau de la question du secret des affaires à l'aune d'un problème, en fait, qui n'est absolument pas interne, mais qui est plutôt lié à l'extraterritorialité du droit américain visant à lutter contre la corruption. Et je vais même le dire sans détour, si nous sommes réunis aujourd'hui, enfin vous, parce que moi je suis à distance dans une salle de l'université, eh bien si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est en raison d'un terrible et implicite aveu d'impuissance de l'État à trouver une solution efficiente à cette extraterritorialité du droit américain visant à lutter contre la corruption. Reprenons, car la compréhension de ce point est à mon sens essentielle. Effectivement, il existe aux États-Unis de longue date un Federal Act anticorruption limité normalement aux frontières américaines. Et puis, par un process au milieu des années 90, l'idée émerge au niveau de l'ECDE d'adopter finalement cette réglementation dans le cadre d'un traité dont la France est signataire et qui a pour conséquence aussi l'adoption d'une directive européenne. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est complètement indolore. Mais regardons de plus près. Sur la base de ces actes juridiques,
Et en droit, c'est ça qui est tout à fait intéressant, eh bien, le département de justice américain peut enquêter sur le territoire français en organisant des perquisitions de données au siège d'une entreprise. Alors, c'est très simple. Comment vous faites? Bah, vous mandatez un avocat qui national, hein, français, qui va, avec des serveurs, aller capter de la donnée dans l'entreprise. Ça s'appelle du monitoring. Très bien. Et ceci permet d'avoir accès aux autorités américaines, d'avoir accès aux données industrielles des opérateurs contrôlés. Et de là apparaissent deux choses. Un, des affaires tristement célèbres dans notre tissu industriel français. Technip, l'affaire Société Générale, l'affaire Argus, c'est peut-être la plus célèbre de toutes, l'affaire Alstom. Monsieur Pierucci, spécialiste de la question, en parlerait mieux que moi, mais de là, on constate aussi en interne dans les entreprises le déploiement d'une pratique et de normes mi-souples, mi-rigides, qui sont liées autour du terme générique qu'on appelle la compliance. Bon. Deuxième chose qui en résulte, un texte, la loi Sapin 2, de 9 décembre 2016, alors qui, parmi toutes ces dispositions, prévoit notamment l'établissement de conventions judiciaires d'intérêt public. Alors, qu'est-ce que c'est ces conventions? Ben, c'est très simple, c'est associer des autorités, tout à fait extraordinaire quand même cette affaire, associer des autorités nationales à une enquête qui serait menée, par exemple, par le Dutch sur le territoire français. Deuxième point important, déjà, en tant que tel, on pourrait déjà tomber de notre chaise. Mais bon, deuxième chose, partage des éventuelles amendes entre les autorités externes et les autorités internes, là aussi, bon. Alors vous me direz, il est très difficile de sortir d'un traité anticorruption. C'est vrai, la Convention de Vienne de 69 sur le droit des traités le permet, si la réciprocité n'est pas respectée, s'il y a un changement de circonstances, mais est-ce seulement concevable sur un plan politique? Je ne réponds même pas à cette question. En tout cas, à partir de là, on constate un renforcement du secret des affaires, qui est finalement ce renforcement du secret des affaires que le deuxième outil pour protéger les opérateurs économiques nationaux vis-à-vis de cette contrainte externe. Ceci m'amène donc au troisième paramètre de la complexification de la société, après le flou de la notion ou le droit extraterritorial de l'oncle Sam. Troisième paramètre que je nommerais ainsi le déséquilibre des rapports de force internes. En effet, le déséquilibre me paraît être le constat inéluctable. Alors, vous allez pouvoir éprouver durant toute la journée mon affirmation, hein, durant ce colloque. Je vais pouvoir aller à une conclusion, mais j'écouterai ou je lirai bien volontiers. Alors, comment se dessine la situation aujourd'hui? D'abord, le secret des affaires n'apparaît plus opposable aux seuls opérateurs économiques se situant dans un marché concurrentiel. Je suis une entreprise, je veux me protéger du loup qui veut peut-être venir sur mes plates-bandes, je protège et j'invoque ce secret des affaires. Non, ce n'est plus tout à fait ça. Le secret des affaires apparaît aujourd'hui plus comme un proté économique et juridique, et si vous le voulez bien, je vais essayer de catégoriser rapidement pour y voir plus clair. Le secret des affaires, il a deux dimensions. Une dimension externe, on en a déjà parlé, hein, qui est centrée sur les opérateurs, soit vis-à-vis d'une concurrence internationale, soit vis-à-vis de l'autorité judiciaire externe. Et il a une dimension interne. Dans cette dimension interne, il a pour moi deux branches. Le rapport d'abord entre les opérateurs économiques entre eux, c'est les enjeux concurrentiels finalement, et les process ici sont assez connus et maîtrisés, et les rapports entre opérateurs économiques et personnes publiques. Et d'ailleurs, sans concertation aucune avec l'introduction de Madame la députée, on voit bien que aujourd'hui, la question du secret des affaires centralise essentiellement les problématiques sur ce dernier aspect, la relation entre les opérateurs économiques et les personnes publiques. D'ailleurs, si vous me permettez, pour la suite de mon analyse, je vais me focaliser uniquement là-dessus. Est-ce par manque de subjectivité pour que j'exclue les autres aspects du sujet? Je dirais que c'est surtout un choix guidé par l'objectivité vis-à-vis de mes champs de compétences. Aussi, permettez-moi quand même, à travers quelques exemples concrets, de témoigner de cette complexité du secret des affaires. Parce que je crois que la démarche déductive est souvent très intéressante. Premier exemple. Est-il normal que les justifications économiques, financières et comptables liées à la vente par l'État d'un pipeline au nord de la France n'aient pas été fournies par Bercy aux élus de la représentation nationale alors qu'il les sollicitait? L'opération a coûté 35 millions d'euros à l'État, alors qu'il était susceptible de recouvrer gratuitement le patrimoine contractuel 15 jours après. Deuxième exemple. Est-il normal également qu'une analyse de l'IGF, et donc de Bercy, soit tenue secrète des élus de la représentation nationale avant d'être révélée dans la presse et que certains de ces élus puissent enfin y avoir accès dans des conditions pour le moins restrictives, vous aurez compris, je pense au rapport de l'IGF sur les autos. Est-il normal, enfin, qu'une autorité de régulation bénéficiant du label administrative indépendante,
reprenne à son compte des résultats émanant in extenso d'opérateurs économiques et que une commission d'enquête parlementaire lui demande de justifier les calculs, cette même autorité observe un silence, un secret des affaires finalement qui ne dit pas son nom et qui n'est pourtant pas opposable dans cet exemple. Vous l'aurez compris, ces quelques questions qui reflètent des cas concrets dépassent la simple hypothèse où l'opérateur oppose le secret des affaires à une personne publique à l'occasion d'un contrôle. Certes, ces cas existent. Madame la députée a commencé à en parler, mais je pourrais vous parler d'un cas concret et d'actualité en ce moment où une commune, dans le cadre d'un contrat de DSP, n'a pas les inventaires du patrimoine, à justifier les tarifs, pas de comptabilité analytique, pas de justification de demande, et à chaque fois, effectivement, on lui oppose soit un secret, soit on ne lui donne pas de réponse. Mais je crois que ces exemples dont il faut parler, et vous en parlerez, je crois que les exemples dépassent aujourd'hui ce cadre-là et que je dirais qu'un esprit un peu chagrin aurait un peu l'impression qu'un secret des affaires est parfois imposé à l'intérieur même de la sphère publique lorsqu'une partie de celle-ci souhaite jouer son rôle de contrôle et d'analyse. Je ne parle même pas du citoyen, en tout cas ceux qui sont encore intéressés ou ceux qui délaissent encore les réseaux sociaux vides de sens. Certains témoigneront lors de ce colloque. Vous savez, je peux lire aujourd'hui, malgré notre décalage horaire, je me tiens informé, la proposition étonnante d'un ancien ministre, Renaud Dutreil, ministre des PME 2005-2007, ministre de la réforme de l'État 2004-2005, secrétaire d'État au PME 2002-2004, avec un succès manifeste, qui nous dit qu'il faudrait supprimer la Cour des comptes car finalement elle ne comprendrait rien et regrouperait des idéologues socialistes. Mais on reste pantois devant une telle finesse d'analyse. Ou plutôt est-ce à dire qu'il s'agit là d'une réaction vexée à une proposition de cette autorité formulée une semaine auparavant pour réformer l'outil du pacte du trail en raison de son coût pour l'État. C'est pas l'universitaire que je suis n'est pas apte à juger justement en raison de son esprit trop théorique. Mais permettez-moi de conclure en formulant une proposition qui fait sens selon moi. Un, reprenons et précisons la définition du secret des affaires parce qu'elle est devenue trop protéiforme aujourd'hui. Deux, donnons les outils nécessaires pour que les autorités de contrôle puissent réaliser leur mission sereinement sans que ce secret des affaires ne leur soit opposé. On pourrait presque établir un parallèle avec le secret défense. Il y a bien un régime juridique qui est prévu. Trois, donnons à la Cour des comptes des pouvoirs plus étendus. Je vais au contraire me faire le défenseur de cette autorité en rendant plus contraignant leurs recommandations qu'elles formulent depuis environ une quarantaine d'années. Alors c'est vrai, il faudra certainement aller plus loin encore dans le détail, ce ne sont que quelques pistes, mais de cette manière, me semble-t-il, la Terre tournerait un peu plus ronde. Car même si certains tentent de nous faire croire le contraire, comme le disait Galilée à la conclusion de ce procès, et pourtant, cette Terre, elle tourne. Je vous remercie de votre attention. Bon, bonjour à toutes et tous. On va s'auto-animer. Non, mais il n'y a pas de problème, puisque on sait que c'est la niche du groupe de la France Insoumise et que donc Christine, que je tiens à remercier, doit remonter régulièrement dans l'hémicycle pour voter. Et je remercie aussi ses équipes pour cette invitation et ce colloque. Bon, moi, je détonne un peu dans la table ronde, puisque je ne suis pas un spécialiste du droit, entre guillemets. Je suis un modeste sénateur qui a mené une commission d'enquête sur l'utilisation de l'argent public par les grandes entreprises. Et en quelques minutes, je vais essayer de vous faire un peu le résumé des recommandations et de ce que j'en ai appris pendant les 6 mois d'enquête. Je dois vous avouer que je viens d'une famille politique qui résume la question régulièrement autour de l'argent public euh, accordé aux entreprises en général sur une unique question qui était le conditionnement de l'argent public sur les questions d'emploi, d'environnement, de décarbonation, de transition numérique ou de tant d'autres choses, c'est-à-dire dire que nous pouvons accompagner des entreprises dans des politiques publiques avec des objectifs et qu'il fallait donc contrôler cet argent public et savoir si il répondait aux objectifs qu'on lui avait assignés et donc si cela fonctionnait. Malheureusement, c'est un objectif qu'il nous faut toujours atteindre et poursuivre, mais je me suis rendu compte euh, pendant la commission d'enquête que avant de conquérir ce droit ou cet objectif,
Il fallait en passer par différentes étapes. Et la première étape, qui était un enjeu d'éthique, un enjeu de recréer de la confiance entre le monde salarié, les entreprises, les citoyens et les citoyennes, un enjeu démocratique, je partage cela avec Christine. Je pense que la question est avant tout celle de la transparence. Et je ne l'avais pas vue pendant des années. Je dois dire que je me suis même gouré, trompé, en ne posant pas d'abord la question de la transparence. Parce qu'on ne peut pas vouloir conditionner, suivre, évaluer ou tant d'autres choses si d'abord on ne sait pas de quoi il s'agit, de quel montant, de quel volume, de quel dispositif nous parlons. Et il est illusoire de penser que nous allons demander des comptes aux entreprises sans en réalité savoir ce qu'on leur donne et pourquoi faire. Et donc, cet enjeu de transparence est, à mon sens, fondamental. À quoi nous nous sommes heurtés dans la commission d'enquête? Nous avons décidé au départ d'interroger un certain nombre d'économistes de gauche et de droite. Les deux choses que j'ai appris, c'est que, un, les données sur l'argent public n'étaient pas ou pas du tout disponibles, ou très peu, et que donc il était complexe de pouvoir agréger des données et de donner avec certitude des montants. Et la deuxième chose, c'est qu'en réalité, le débat autour de l'argent public donné aux entreprises était finalement un débat théorique où nous nous affrontions les uns et les autres sans connaître les dispositifs qu'y compris les parlementaires nous adoptons chaque année au moment budgétaire. C'est le cas en ce moment au Sénat puisque nous allons commencer ce matin même d'étudier le budget. Et donc, on a un problème démocratique. Deuxième chose, c'est que l'administration se réfugie, comme viennent de le dire les deux intervenants avant moi, autour de deux idées. Il ne peut pas avoir de débat démocratique parce que lorsqu'on parle de l'argent public donné aux entreprises, à chaque fois, on nous oppose secret des affaires ou secret fiscal. Tout le reste, tout ce que nous allons voter, débattre autour des retraites, des dépenses sociales, tout cela peut être débattu, les montants connus. On peut même raconter beaucoup de bêtises autour de ces questions. On peut même réfléchir à des mécanismes de contrôle extrêmement durs et douloureux pour le plus grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes. Nous allons en être, je suis parlementaire depuis 8 ans, je ne sais combien, à la sixième réforme de l'allocation chômage pour durcir. Bref, donc on peut inventer des mécanismes. Mais lorsqu'on s'attaque à la question de l'argent public accordé aux entreprises, là, rien n'est possible. Et tout mécanisme qui viendrait mettre une pièce dans le rouage pour pas faire dysfonctionner, mais rendre la chose plus démocratique, serait un empêchement aux investissements et à l'économie de pouvoir se développer. Et donc ça, c'est assez puissant et ça envahit et l'administration centrale, mais aussi le champ politique des droites coalisées extrêmement fortement. Troisième chose, il faut regarder avec lucidité, c'est que l'administration centrale, un, ne possède pas de définition de ce qu'est une aide aux entreprises. Il n'y a donc pas de définition précise aujourd'hui. Donc, deux, c'est difficile, évidemment, de pouvoir dire quel est le montant. Donc, par exemple, l'INSEE chiffre à 70 milliards les aides publiques aux entreprises. Le président de la République, lors d'une intervention télévisuelle en avril dernier, a parlé de 98 milliards. Le ministre de l'économie et des finances, alors ils changent tous rapidement, tous les 15 jours, mais à ce moment-là, c'était Éric Lombard, parlait de 150 milliards d'argent public. Et l'inspection générale des finances disait que si on comptabilisait tout, on était autour de 250 milliards d'argent public. Donc vous voyez que suivant les périmètres, c'est extrêmement large. Alors nous, on s'est basé sur les deux études les plus sérieuses, reconnues par tout le monde jusqu'à là,
et donc nous avons partie de ce tableau-là, c'est celle de France Stratégie en 2020 et celle des économistes du CLERC de 2021 qui chiffrait un à 220 milliards, l'autre à 203 milliards, les aides publiques à travers 2267 dispositifs avec une multiplication des acteurs payeurs sur l'ensemble de ces données. Je vous le dis, il nous a fallu plusieurs semaines pour connaître le nombre de dispositifs, les 2267 qui existaient. Et la quatrième chose, c'est que l'administration, aujourd'hui, ne possède ni tableau macro, ni tableau micro, entreprise par entreprise, et ne sait pas aujourd'hui estimer le volume. Donc nous, ça nous a pris 6 mois d'enquête. Nous avons été dans chaque ministère, à la BPI, dans chaque donneur. Nous avons collecté les informations et 8 administrateurs du Sénat, dont 2 data scientists, ont agrégé toutes ces données pour donner le chiffre le plus juste possible de 211 milliards d'argent public. Dernière chose, pour ne pas être extrêmement long, tout ceci est donc rendu complexe. D'abord, pour les citoyens et les citoyennes qui ne comprennent absolument pas de quoi on parle, soit de subventions directes, soit de niches fiscales, soit de niches fiscales déclassées, soit d'exonération de cotisations patronales. Le flou est donc organisé. La jungle de ce dispositif est évidemment extrêmement complexe et pour l'administration à suivre, mais aussi pour les entreprises pour pouvoir s'y retrouver et concourir à des dispositifs d'accompagnement et d'aide publique aux entreprises. Et on le comprend bien, plus c'est rendu illisible, plus c'est rendu flou, plus c'est rendu complexe, plus ça ne bénéficie en réalité qu'à une poignée d'acteurs, c'est-à-dire les plus gros, celles et ceux qui ont en réalité l'ingénierie humaine et technique pour pouvoir concourir à l'ensemble des dispositifs. Et lorsqu'on parle du boulanger du coin, c'est souvent l'exemple que l'on me donne, lorsqu'il doit se voir devant 2267 dispositifs d'accompagnement, il abandonne au bout de quelques jours parce que lui-même ne peut pas, évidemment, remplir l'ensemble des choses. Enfin, je ne voudrais pas laisser penser que ceci est organisé par l'administration. Ceci est organisé par un pouvoir politique. Il faut être conscient que l'administration ne répond qu'à une demande en réalité politique. Politique. Ce flou organisé, il est voulu par un pouvoir libéral qui a demandé à une technocratie libérale d'en arriver là et de rendre la chose tellement complexe, tellement illisible, qu'en réalité, personne ne peut s'y retrouver et que le citoyen et la citoyenne ne peut pas regarder les choses et en débattre. Parce qu'une fois que vous rendez les choses transparentes, là, le débat démocratique commence. Et j'en finis par là. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Je possède une entreprise, pas moi en particulier. Je suis un directeur bénévole d'un journal qui s'appelle L'Humanité. Seul journal de la presse quotidienne nationale à être indépendant des puissances de l'argent. Il y a des aides qui sont rendues publiques avec un tableau, entreprise par entreprise. C'est les seuls, c'est les aides à la presse. Eh bien, je trouve ça extrêmement bien. Et donc, chaque année, vous pouvez aller sur le site du ministère de la Culture. L'ensemble des dispositifs dont je concours, mais aussi mes confrères et mes consoeurs, sont disponibles. Pour une entreprise comme l'Humanité, c'est autour de 31 millions de chiffre d'affaires et c'est 3 250 000. Alors, il paraît que dans le prochain budget, on va perdre 500 000 euros, mais c'est une question. Je ne voterai moi-même pas, évidemment, en matière éthique, les budgets de médias et de culture. 3 250 000. Un certain nombre de gens, à l'extrême droite et dans les droites, considèrent que accompagner des entreprises de presse est insupportable et qu'il faudrait mettre fin aux aides à la presse. D'autres considèrent, à juste titre, et c'est ce que je pense, que les aides à la presse, dans un monde où la démocratie vacille, la question de la démocratie pleine et entière, c'est le vote libre, mais le vote libre pour chaque citoyen et citoyenne, mais de manière éclairée. C'est-à-dire que la liberté de se réunir,
de débattre, de se syndiquer et de pouvoir, évidemment, comprendre les enjeux complexes. Et la presse, là-dedans, elle permet cela. Mais le risque, c'est que si demain, il n'y a plus d'aide à la presse, seule la presse aux mains des milliardaires, c'est-à-dire de celles et ceux qui ont déjà le pouvoir, les richesses et les savoirs, puisse continuer à exister. Et réduire le pluralisme de la presse, c'est réduire le champ de la démocratie. Mais pourquoi je suis assez à l'aise pour porter ce débat? Parce que les choses sont transparentes. Moi, je n'ai aucun problème à ce que le débat puisse se porter sur les aides d'un groupe que je dirige de manière bénévole, mais je n'ai aucun problème à ce que les choses soient publiques et que le débat puisse s'organiser de façon démocratique. Pour ma part, je n'ai rien à cacher. Nous ne sommes accompagnés d'aucun groupe industriel. Nos comptes sont publics, déposés, et le montant autour de 10%, il est public. Et il est fondamental pour mon entreprise parce que si je ne l'avais pas, l'humanité ne pourrait pas exister, comme la croix ne pourrait pas exister. Et nous perdrions une voie communiste et une voie de démocratie chrétienne qui n'est pas la mienne, mais dont j'estime qu'elle doit pouvoir exister dans le débat démocratique. Et donc, moi, je suis assez à l'aise pour affronter tous ces débats. Et donc, je pense qu'il nous faut avoir ce débat en grand et que nous pouvons l'avoir et qu'il est normal, et des gens ici dans la salle peuvent penser qu'il n'est pas normal d'accompagner une entreprise de presse. Et je n'ai pas de problème avec cela, mais je, à ce moment-là, c'est à partir de la transparence que nous l'organisons. Donc, évidemment, nous allons porter, et je finis par dire que nous avons commencé par un choc de transparence et que nous voulons maintenant, euh, un, que les données soient publiques pour l'ensemble des chercheurs, des chercheuses, des économistes et évidemment des citoyens et des citoyennes. Et surtout, nous voulons donner un nouveau pouvoir aux salariés dans leur entreprise pour que le débat que nous avons eu au sein de la commission d'enquête, d'ailleurs, beaucoup de salariés m'ont remercié, pas moi personnellement, mais m'ont remercié en me disant, ça fait 25 ans que je suis dans telle entreprise, je suis délégué syndical, je demandais au patron des comptes et jamais je ne savais le montant et le volume. Merci de nous avoir donné cette précision. Maintenant, nous estimons que les CSE doivent avoir des nouveaux pouvoirs d'intervention et que le débat doit avoir lieu dans chaque entreprise, partout en France. Là aussi, le patron, il vient et il dit, voilà, on touche 200 millions de crédits d'impôt recherche et voilà ce que nous en faisons. Et les délégués syndicaux sont les meilleurs et les plus à même d'être les lanceurs d'alerte et de dire on l'a bien utilisé ou on l'a mal utilisé. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire et je vous remercie sincèrement de votre attention et de votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Merci d'abord à Madame la députée et à ses équipes pour leur invitation. Moi, je vais peut-être replacer mon intervention d'abord dans le mandat de l'association Sherpa que je représente aujourd'hui. Sherpa, c'est une association qui a pour mandat de lutter contre les atteintes à la probité, les atteintes aux droits humains et à l'environnement lorsqu'elles sont commises notamment par des multinationales. Pour mener à bien ce mandat, notre principal mode d'action, c'est l'action judiciaire. On accompagne des victimes, on accompagne des travailleurs devant la justice pénale, devant la justice civile française. Pour nous, la question de la transparence et du secret, elle se pose au regard de la question de l'accès à la justice. Parce que pour avoir accès à la justice, nous avons besoin d'avoir accès aux preuves et donc à l'information. Malheureusement, lorsqu'on est un citoyen ou une association qui fait face à une grande entreprise, cet accès à l'information, il est extrêmement complexe. D'abord en raison de la nature même de l'activité économique des multinationales, qui va mettre à distance dans des chaînes de valeur tentaculaires ces activités, les atteintes qu'elle peut commettre, qui va masquer son activité derrière des paradis fiscaux, des sociétés écrans, qui va masquer la réalité de son activité parfois aussi derrière son caractère un peu technique ou un petit peu scientifique. Donc voilà, il y a déjà tout ce contexte organique vraiment propre à l'activité de l'entreprise qui rend l'accès et la compréhension de l'information la concernant extrêmement compliqué.
C'est pour ça qu'on a besoin notamment des lanceurs d'alerte. Et je sais que le sujet sera abordé à la prochaine table ronde, donc je ne m'étends pas dessus. Mais le problème, c'est aussi qu'on a un cadre juridique qui vient renforcer cette opacité. Et ce cadre juridique qui renforce l'opacité autour de l'information concernant les multinationales, ce n'est pas uniquement le secret des affaires. C'est toute l'économie juridique, toute l'architecture juridique qui organise les rapports entre la transparence d'un côté et le secret de l'autre. Je vais vous parler spécifiquement de 3 points qui me semblent assez importants dans le cadre de cette infrastructure, architecture juridique de la transparence et du secret. Et de ses implications très concrètes, surtout lorsqu'on va saisir la justice. Le premier point, c'est qu'on a bien en droit des obligations de transparence et de publication qui pèsent sur les entreprises. Ça, personne ne peut le nier. On a notamment beaucoup d'obligations en la matière sur les questions de reporting extra-financier. Donc, il faut publier des informations sur les impacts en matière de droits humains ou d'environnement. Je pense notamment à la loi sur le devoir de vigilance. Mais la réalité concrète, c'est que les informations qui sont publiées dans ce cadre, elles sont extrêmement générales. Elles sont très communes à la plupart de toutes les entreprises, alors même qu'on sait que l'activité d'un secteur à un autre, a priori, est quand même très, très différente. Et donc, les informations qui sont publiées dans ce cadre, en règle générale, elles ne vont pas permettre de renverser l'asymétrie d'information entre les victimes d'un côté, les associations et les multinationales de l'autre. Un autre problème avec ces obligations de transparence et de publication, c'est qu'elles n'ont pas véritablement, il n'y a pas vraiment de sanctions juridiques attachées derrière au défaut ou à la mauvaise qualité de ces publications. Il y a quelques décisions qui ont été prises encore récemment sur la question du greenwashing, etc. Mais la sanction, finalement, elle est assez limitée. Elle porte vraiment que sur cette question de la publication qui a été effectuée ou non et de sa qualité, et pas vraiment, finalement, sur les impacts qu'il peut y avoir derrière. Le deuxième point que je voudrais relever sur la question du cadre juridique qui organise transparence et secret, c'est qu'on a aussi effectivement des régimes qui sont censés permettre l'accès par des tiers à l'information qui est détenue par des entreprises et notamment par des entreprises multinationales. Mais ces régimes d'accès à l'information sont extrêmement lacunaires et limités. Je vais vous en donner plusieurs exemples. Le régime pour l'accès à l'information concernant les bénéficiaires effectifs est une information extrêmement importante, notamment lorsqu'on veut lutter contre le blanchiment de capitaux. L'accès à ce registre, aujourd'hui, il est limité, notamment à l'égard des journalistes ou des chercheurs et des associations qui travaillent sur ces questions, qui doivent formuler une demande spécifique auprès de l'INPI pour avoir accès au registre et qui ne sont pas certains de pouvoir y accéder à la fin. Autre exemple, bien évidemment, le régime de l'accès aux documents administratifs. Je pense qu'il va être énormément discuté aujourd'hui, donc je ne vais peut-être pas m'étendre sur les détails du régime, mais je vais vous donner un exemple qui est assez parlant, à mon sens, des difficultés auxquelles on peut être confronté lorsqu'on essaye de se saisir de ce régime de l'accès aux documents administratifs face à des entreprises. Enfin, face à des administrations, mais pour des informations concernant des entreprises. Nous, à Sherpa, en 2019, on travaillait sur la question des minerais de conflit. Les minerais de conflit, ce sont des minerais qui sont très importants dans beaucoup d'industries puisqu'ils vont participer à la production, ils sont nécessaires à la production de composants électroniques notamment. Donc très présents dans l'industrie numérique, dans l'industrie de l'armement. Mais ce sont des minerais dont l'extraction et le commerce est à l'origine d'énormément d'atteintes aux droits humains et à l'environnement et dont l'extraction et le commerce peuvent aussi participer au financement de conflits armés. Il y a un règlement européen qui a été adopté pour lutter contre ces atteintes et réguler l'importation de ces minerais en Europe. On a souhaité tout simplement savoir, nous, à Sherpa, quelle était la liste des entreprises qui étaient couvertes par ce règlement en France. Et donc, on s'est tourné vers l'autorité de contrôle qui était chargée de l'application de ce règlement en France et on a simplement demandé la liste des entreprises concernées. On s'est vu opposer un refus fondé sur le secret des affaires et le secret des douanes. Je passe rapidement sur toutes les étapes procédurales. On a saisi la CADA, on a saisi le tribunal administratif. On a eu gain de cause, heureusement.
Sauf qu'on a eu gain de cause fin d'année 2023. Et on a reçu la liste à la fin de l'année 2023. Donc on a eu 4 ans pour obtenir juste une liste d'entreprises concernées par un règlement. Je vous laisse imaginer dans ces conditions comment on fait quand on est citoyen, comment on fait quand on est une association, pour juste déjà commencer à envisager de potentiellement pouvoir aller déposer une action pour faire respecter le droit sur le règlement contre les minerais de conflit. C'est quasi impossible. Et donc, à Sherpa, on s'inquiète un petit peu de voir que non seulement ces secrets voilà, sont en train de complètement dépasser le cadre initial dans lequel ils étaient censés s'appliquer, on voit qu'il y a aussi encore aujourd'hui des tentatives pour adopter des nouveaux secrets. Je pense notamment à tout ce qui est confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Il y a eu plusieurs propositions de loi visant à assurer la confidentialité de ces avis. C'est juste une autre forme de secret des affaires et c'est tout aussi problématique. Donc nous, on est extrêmement inquiets de voir que la tendance, voilà, les sirènes du secret continuent de chanter finalement. Un dernier point que je voudrais évoquer et qui me semble assez important à souligner, qui je pense de toute façon sera aussi évoqué cet après-midi, c'est que même quand on arrive à avoir accès aux informations, à enquêter sur des entreprises, à mettre au jour des atteintes aux droits humains, à mettre au jour des affaires de corruption, et ben même à ce moment-là, on peut être rattrapé en bout de course par la question du secret et de l'opacité. Deux phénomènes là-dessus principaux et deux éléments juridiques à avoir en tête. Le premier, il a été évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la convention judiciaire d'intérêt public. Convention judiciaire d'intérêt public qui permet donc à des entreprises d'échapper à des poursuites, notamment pour des infractions environnementales ou financières, en l'échange du paiement d'une amende, mais qui permet donc aussi à ces entreprises d'échapper à un procès public où les faits vont être débattus de façon contradictoire et qui peut participer à la manifestation d'une forme de vérité, d'une vérité juridique et judiciaire, mais tout de même. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est le phénomène qu'on constate de plus en plus souvent de procédure bâillon, c'est-à-dire le fait de harceler judiciairement des journalistes, des lanceurs d'alerte, afin de les faire taire, de faire peur à leurs sources notamment. Ce phénomène-là, il participe aussi du sceau du secret qui est un petit peu imposé comme ça sur l'activité des entreprises et sur les atteintes dont elles peuvent être à l'origine. Et une question dont il faut impérativement se saisir. Donc, vous l'aurez compris, il faut impérativement qu'on revoie notre rapport, notamment juridique, à la transparence et au secret. Ça implique bien sûr de se pencher sur la question de la définition et de l'ampleur de ces secrets, mais ça implique aussi de réfléchir à d'autres outils et à d'autres mécanismes juridiques qu'on peut mettre en place pour renverser la symétrie d'information. Je pense à des mécanismes de renversement de la charge de la preuve, notamment quand on est dans des procédures judiciaires face à des entreprises, ou encore à des mécanismes qui permettent de protéger ceux par lesquels l'information arrive. Et on a notamment une directive qui a été adoptée et qui doit être transposée d'ici l'été 2026, qui est une directive qui vise à lutter contre les procédures bâillons. Donc nous avons des outils juridiques qui peuvent nous permettre voilà, de protéger la transparence et de protéger le travail des journalistes et des autres lanceurs d'alerte qui garantissent l'accès à des informations d'intérêt général, notamment concernant des entreprises. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent. Merci Madame la députée d'organiser cette journée sur ce sujet particulièrement important. Donc moi, je vais vous parler, non pas en tant que le juriste que je ne suis pas, mais plutôt en praticien de cette transparence et que je vais illustrer ce qui a déjà été dit plutôt avec un cas d'espèce sectoriel qui est celui de l'application au secteur de l'enseignement supérieur et la recherche, qui est celui sur lequel nous travaillons au sein de l'association Academia.
Le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc nos universités, centres de recherche, grandes écoles et institutions qui vont avec, a été un secteur en énorme mutation sur les 20 dernières années, en particulier à partir des lois Pécresse, LRU, dites d'autonomie des universités, et puis avec le désengagement budgétaire de l'État sur ces questions-là et une injonction extrêmement forte auprès de ces établissements à multiplier les liens avec les partenaires privés, en particulier évidemment pour aller chercher de l'argent, mais pas seulement. Donc, ces liens qui existent entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche et différents acteurs, ils sont multidimensionnels. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que vous avez évidemment des liens de financement qui peuvent passer par tout ce qui est mécénat, et j'y reviendrai plus longuement ensuite, mais tout ce qui est aussi recherche partenariale, la taxe d'apprentissage. Les entreprises sont aussi clientes au sens où maintenant les établissements, beaucoup proposent des formations exécutives qui sont souvent en fait achetées enfin, par les entreprises pour former leurs cadres. Vous avez tout ce qui est financement de l'achat en fait de visibilité auprès des étudiants pour de l'orientation, tout ce qui est financement de la vie étudiante, et puis vous avez aussi tout ce qui est participation des entreprises à la gouvernance, siéger au conseil d'administration, etc. Donc vous voyez tous ces liens très divers et qui ont des modalités assez différentes. Euh, Moi, la partie qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est effectivement mécénat et financement privé. Alors, qui est quelque chose qui a explosé cette dernière décennie et qui aujourd'hui représente une part extrêmement significative dans les budgets des établissements. Je ne vais pas vous donner des chiffres précis, exactement pour les mêmes raisons qui ont été évoquées, à savoir qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des chiffres à ce sujet, et c'est aussi la raison pour laquelle on est là. Ce que je veux rappeler, c'est que ce mécénat, donc quand une grande entreprise, une entreprise décide de financer un établissement sur un sujet, d'abord, ça ouvre le droit à 60% de réduction d'impôt. Et ça, c'est particulièrement important puisqu'en fait, on est sur de la dépense fiscale, donc de l'impôt qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, ce qui est à comparer avec on n'est pas dans le cadre de commande publique, hein, où c'est l'État qui dépense de l'argent, mais en fait, à la fin, du point de vue du contribuable ou du budget de l'État, on est au même résultat, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui ne rentre pas, si ce n'est que là, c'est même pas à l'initiative de l'État, c'est à l'initiative des entreprises. Et puis, en plus de cette déduction fiscale, les entreprises ont le droit à des contreparties, c'est prévu par la loi, contreparties qui ne doivent pas excéder le plafond de 25% du montant consenti. 25%, c'est beaucoup. Euh, Ces contreparties, elles peuvent prendre des forces extrêmement diverses, hein. Il n'y a pas de cadre prévu, donc vous pouvez inventer tout ce que vous voulez. Mais de manière générale, la façon généralement dont ça se passe, au-delà de tout ce qui est logo, visibilité, etc., ça peut être tout ce qui est mise à disposition de locaux, organisation d'événements privés, de conférences spécifiques avec des grands noms de la recherche pour discuter avec les personnes de l'entreprise, organisation de séminaires en partenariat. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle du naming, c'est-à-dire donner son nom à des locaux. Par exemple, vous allez avoir, avant vous aviez l'amphithéâtre Marie Curie, et puis à côté, vous allez avoir l'amphithéâtre du nom de l'entreprise ou du nom de son PDG. Euh, Par exemple, voilà. Avec la spécificité quand même que ce naming, il reste. Hein, parce que même si le partenariat prend fin, le nom du bâtiment, dans 20 ans, ce sera toujours le même. Voilà. Et l'autre question qui est comment vous chiffrez cela dans le plafond des 25%, parce que c'est pas quelque chose qui s'achète. Quand une opération de mécénat est actée, c'est-à-dire qu'une entreprise, un établissement s'entendent pour rentrer dans un partenariat, souvent c'est public au sens où vous avez un communiqué de presse, vous avez des belles annonces, des belles photos, on se serre les mains, on signe des papiers. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est combien? C'est-à-dire quel est le montant du financement? Parce que ces opérations de mécénat peuvent
peuvent avoir toute taille. On peut parler de milliers d'euros ou de millions d'euros. Quel est le fléchage de l'attribution de cet argent? Parce que ce n'est pas à la discrétion entière de l'établissement d'utiliser l'argent comme il le souhaite. C'est-à-dire que les entreprises décident de financer tel ou tel secteur de recherche ou d'enseignement en particulier, avec des modalités, encore une fois, qui peuvent être très différentes, c'est-à-dire laisser de la marge de manœuvre à l'établissement ou au contraire flécher de manière assez précise, y compris impliquer des représentants de l'entreprise dans les choix d'attribution, par exemple des projets de recherche, etc. Et puis, quelles sont les contreparties? Donc, j'en parlais. Quelles sont les contreparties consenties? Et ces informations-là, qui ne sont jamais rendues publiques, l'endroit où on peut les trouver, c'est tout simplement dans les contrats, les conventions de mécénat qui sont signées entre l'établissement et l'entreprise. Eh bien, ces contrats, comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on les demande, qu'est-ce qu'on nous répond? Secret des affaires. Secret des affaires, vous ne pouvez pas savoir le montant du don, vous ne pouvez pas savoir à quoi va servir l'argent, vous ne pouvez pas savoir quelles ont été les contreparties qui ont été consenties par l'établissement, vous ne pouvez pas apprendre, lorsqu'on voit de telles conventions, on remarque parfois, voire souvent qu'il existe aussi des clauses que nous on appelle des clauses bâillons, qui sont des clauses dans lesquelles l'établissement d'enseignement supérieur de recherche s'engage à ne pas dire du mal de son mécène, ce qui est quand même particulièrement inquiétant du point de vue de la liberté académique. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire à Academia, c'est essayer d'obtenir la transparence sur ces contrats pour faire la transparence sur les liens existants entre les différentes entreprises et les établissements. Comme Tiffaine l'a dit, hein, c'est un parcours du combattant, c'est-à-dire qu'on demande les documents, on ne nous répond pas, on nous répond non, on saisit la CADA, il faut attendre que la CADA rende un avis qui va toujours dans notre sens, mais ça ne change rien. Les établissements publics refusent d'écrire à la CADA, de lui répondre, ne serait-ce que pour se justifier, ça arrive souvent. Et puis ensuite, l'avis est sans effet, et ensuite, il faut saisir le tribunal administratif, et vous retrouvez 1 an, 2 ans plus tard, quand ce n'est pas devant le Conseil d'État même, dans des timings qui sont complètement impossibles à gérer par rapport soit à un travail de mobilisation parce que vous apprenez qu'il y a un projet en particulier dans un établissement, vous avez besoin d'informations pour éventuellement pouvoir le contester, soit le travail de la presse, le travail des associations, etc. Je peux même donner un exemple d'un établissement pour lesquels on demande d'accéder au compte rendu du conseil d'administration. On parle encore une fois d'un établissement public, on nous le refuse. Vous faites 2 ans de procédure après le tribunal administratif, vous gagnez, on obtient effectivement le droit d'obtenir la communication des documents du conseil d'administration de 2020 à 2022 tels qu'on les avait demandés. Vous êtes en 2024, vous dites bon bah donnez-moi 2022-2024 pendant qu'on y est, parce qu'il y a 2 ans qui se sont passés. On repart à la case départ. Voilà. Il faut refaire 2 ans de procédure pour obtenir la suite, sachant qu'on est exactement sur les mêmes types de documents, etc. Là, on est vraiment dans un cas d'un établissement qui est vraiment malveillant sur ce point. Alors, la spécificité de cet aspect, c'est vraiment qu'on est dans du mécénat, c'est-à-dire on n'est pas dans du secteur marchand, on n'est pas dans du secteur concurrentiel. Et malgré cela, il est décidé que le secret des affaires s'applique. Et donc voilà, ça c'est encore vraiment pour montrer à quel point ce secret des affaires a dérivé avec des effets de bord qui n'étaient probablement pas prévus et sur lesquels peut-être il faut absolument revenir. Même dans ce secteur qui est censé être celui du don, celui d'un don consenti par les entreprises auprès des établissements, manifestement, elles insistent sur le fait qu'il faut absolument préserver leur stratégie de mécénat. Il ne faudrait surtout pas que les concurrents puissent savoir quel sujet de recherche ils ont consenti à financer, à hauteur de combien, etc. Et les établissements jouent le jeu. Pourquoi les établissements refusent de faire la transparence? C'est pas idéologique, c'est par peur de perdre leur mécène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont sous pression budgétaire très forte, avec une concurrence qui est organisée entre les établissements. La peur, c'est que le mécène, il aille voir l'établissement d'à côté. Et entre 2 universités ou 2 écoles, ils ne savent pas quelles sont les conventions de mécénat signées par les autres. Quel montant, quelles sont les modalités, éventuellement les garanties mises en place. Et là, c'est l'opacité organisée. Et personne ne veut révéler ses ficelles à son voisin parce que c'est l'état dans lequel on a mis le système d'enseignement supérieur et de recherche aujourd'hui. Alors pour terminer, pourquoi on estime que c'est particulièrement important pour nous de faire cette transparence?
D'une part, ça a été dit, le départ, et c'est la logique aussi constitutionnelle, ça représente une part significative dans les budgets d'établissement, ça révèle de la politique de l'établissement, et il y a une obligation de rendre des comptes, ça on l'a dit, qui aujourd'hui n'est pas effective. La deuxième chose, c'est que l'opacité dans le financement de la recherche, elle alimente énormément la défiance des citoyens dans nos institutions scientifiques et dans la production de notre savoir scientifique. À un moment où on a de plus en plus de mal à s'accorder sur des faits, y compris sur des faits scientifiques, bah là, on laisse complètement la possibilité d'interpréter et d'imaginer toutes les théories possibles et imaginables sur une recherche vendue au secteur marchand. Ça permet de laisser prospérer des acteurs, parfois malveillants, qui ont de véritables stratégies d'influence et qui profitent de cette opacité pour avancer leur pion. Et parfois, cette défiance des citoyens dans la science les arrange bien. Il y a des choses qui ont été très documentées, stratégie du doute, voilà, tout ce qui relève des travaux de l'industrie du tabac sur la science il y a plusieurs décennies. Donc, on laisse prospérer les acteurs malveillants au détriment des collaborations vertueuses et bien cadrées qui peuvent exister et qui sont même la majorité. Et la dernière chose, et j'arrêterai là-dessus, c'est quand même la base de la déontologie que d'annoncer ses financements et d'afficher ses conflits d'intérêts. En laissant prospérer ça, on laisse plein de conflits d'intérêts qui ne sont pas affichés. Je pourrais revenir très largement là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est conflit d'intérêts avec la place dans la gouvernance des établissements des entreprises mécènes. Je ne vais pas m'étendre. Donc, on est face à un effet de bord délétère du secret des affaires, y compris dans ce secteur non concurrentiel. Je pense que ça représente un coût très significatif pour les citoyens en dépenses fiscales. Donc, on a besoin d'une action du législateur sur ce sujet-là pour bien, à mon sens, dire clairement que tout ce qui relève du mécénat, des fondations, dans lequel en fait il y a beaucoup d'argent public qui ne rentre pas dans les caisses beaucoup d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. Si vous voulez profiter de ces dispositions fiscales-là, le corollaire, c'est la transparence. Voilà. Merci à tous les quatre, dont un que j'ai malheureusement pas pu entendre, mais je le revisionnerai bien entendu, parce que évidemment que ça devait être extrêmement intéressant, mais je suis allée voter contre le Mercosur, donc quand même ça valait le coup, hein, Fabien? Bon. Bon. Écoutez, merci pour à la fois ces propos très éclairés sur l'ensemble du sujet et sur la question de l'architecture juridique de la transparence. Donc, vous avez vu qu'elle se construit dans le concret de façon extrêmement différente et qu'elle, en fait, le secret envahit, si l'on peut dire, l'ensemble de nos procédures et l'ensemble de nos process, jusqu'au mécénat qui est très prisé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, en fait, comme il n'y a plus d'argent public, on se dit, ah ben, le mécénat, c'est trop génial. La dernière en date, c'est l'emprunt forcé auprès des plus riches. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. J'avoue que là, ça nous a laissé interrogatif. Bon, bref, c'est pas du mécénat, mais comme finalement on ne lève pas l'impôt et on ne fait pas payer les plus riches, on leur dit bah, finalement on va vous emprunter, forcer de l'argent, mais qu'on vous remboursera. Enfin bon, bref, c'est une autre manière d'apurer la dette. Bref, si vous avez des questions, bien entendu, nous avons prévu également une phase de questions-réponses. Ouais. Merci de vous Est-ce que, manifester. est-ce que je peux me permettre d'apporter un Oui, petit complément sur... Oui, bah, en oui, quelques mots, très court, hein, Jean-Baptiste. Oui, 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 très oui, court. Non, mais oui. comme je suis enseignant-chercheur, c'est vrai que, et qui plus est, j'ai dirigé une chaire, donc voilà, je voulais quand même clarifier un ou deux points. D'abord, que les aspects comptables sont quand même contrôlés par un comptable public hein, dans ce genre de projet. Et je crois que la problématique, elle est plus liée en fait au financement public de l'université. En revanche, je partage l'avis de l'intervenant sur le fait que dans certains cas, il y a des dérives et que dans ce cas-là, la chaire est plus un projet de recherche, mais plutôt une coquille pour autre chose. Mais ça renvoie à une double question pour les chercheurs. D'un côté, l'idée qu'il faut les protéger. Et je vous le dis très honnêtement aujourd'hui, sur certains sujets de recherche, il faut nous protéger.
on est insuffisamment protégé. Et de l'autre, en même temps, l'obligation de clarifier les conflits d'intérêts dans ma communauté, et je le reconnais bien volontiers. Donc voilà, c'était juste un tout petit éclairage. Lorsque vous prenez la parole, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Rachid et je suis très concerné par ce sujet puisque ce secret des affaires m'a fait perdre 3 ans. 3 ans, ce mécénat aussi. Donc, tous les sujets, en fait, se télescopent pour ma question et mon intervention. Donc, moi, j'étais responsable commercial pour une filiale qui appartenait à un grand groupe. Je ne sais pas si je peux le citer, on va dire que non. Wendel. Wendel, et je faisais partie j'étais responsable commercial pour une de ses filiales. Et sur le papier, c'était très joli, puisqu'en fait, on proposait des formations en gestion de la violence et de l'agressivité, c'est-à-dire qu'on travaillait essentiellement avec des établissements publics, collectivités locales, territoriales, hôpitaux. Et donc, aujourd'hui, je fais face à ce secret des affaires, mais aussi au silence et à l'absence de l'État. En effet, j'ai constaté des pratiques frauduleuses qui montaient, qui montaient, qui montaient, puisqu'en fait, ces exigences venaient de la maison mère. C'était en rapport avec un mécénat, un gentil mécène, fondation publique, enfin, fondation d'intérêt public, qui propose un mécénat. C'est joli, sauf qu'en réalité, c'était une opération de chiffre d'affaires déguisé. Et je pèse mes mots quand je dis ça, puisque c'est des aveux en interne de la direction, jusqu'au jour où je reçois des consigne qui engage directement ma responsabilité pénale, qui consistait à faire signer des faux contrats dans des hôpitaux publics. Donc, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, il n'y a plus trop de secret des affaires, en tout cas de mon côté. À un moment, il faut libérer la parole et je pense que c'est important. Et donc, j'ai refusé. J'ai contacté ce service compliance chargé des enquêtes, qui est en réalité une mascarade, puisqu'il y a une antinomie complète, puisque le service juridique est là pour protéger les intérêts d'une entreprise et certainement pas pour aller à contresens, surtout lorsque des dirigeants sont concernés par ces fraudes. Euh, j'ai refusé et je me suis fait licencier. Et ensuite, le parcours du lanceur d'alerte, puisque j'ai été reconnu lanceur d'alerte par le défenseur des droits, Elodie Nas, directrice des lanceurs de la maison de lanceurs d'alerte que je connais et que je remercie chaleureusement pour son soutien, puisqu'encore une fois, l'État est absent. Et donc, c'était une opération de mécénat, je saisis la DGCCRF, sauf que le mécénat n'est pas une pratique commerciale, et donc on me renvoie vers le parquet. Le parquet, je ne suis pas l'État, je n'ai pas été lésé, je ne suis pas une collectivité locale ou territoriale qui ne veulent pas agir, enfin qui ne voulaient pas agir jusqu'à dernièrement. Et donc, vous vous retrouvez face à l'inaction totale de l'État, des carences. Monsieur Villa parlait de la loi Sapin 2. Plus récemment, il y a eu la loi Wasserman qui était censée mieux accompagner, mieux protéger. En fait, les lanceurs d'alerte, c'est des effets de manche. Les mesures phares, c'était notamment un accompagnement psychologique et financier, ce dont vous avez besoin, surtout quand vous faites face à ces machines de guerre que sont ces grands groupes, ces grandes administrations. Il n'y a absolument rien. Et donc, on doit compter, nous, lanceurs d'alerte, sur la solidarité et la bonne volonté d'associations qui n'ont pas de budget, ou en tout cas qui ont très peu de budget. Ça fait donc 3 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire donc pour saisir la justice? Je ne suis pas l'État à nouveau, je n'ai pas été lésé. Et je pense qu'il y a vraiment urgence. Euh, Autre point très important, c'est en ce qui concerne la divulgation à la presse. Pour nous, effectivement, lorsque vous faites face à ce secret des affaires, votre seul échappatoire, c'est en quelque sorte la divulgation publique. Sauf que si vous faites cette divulgation publique, vous risquez de perdre toutes vos protections de lanceurs d'alerte. Donc, vous êtes face à un dilemme. Soit je me tais, délai de prescription, pas de procédure en justice, soit je parle, je m'expose, je suis grillé professionnellement et voilà. Donc, en fait, à partir du moment où vous parlez, vous violez ce secret des affaires en quelque sorte en interne, vous êtes complètement grillé, vous êtes perdant dans tous les cas. Voilà, c'était mon, et quand aujourd'hui, donc j'entends au niveau des discussions à l'Assemblée nationale que ouvrons les portes au mécénat, c'est juste une catastrophe, puisqu'encore une fois, ce mécénat
qu'ont proposé ces structures qui ont été lésées, c'est des hôpitaux publics, donc la santé, c'est des services de protection de l'enfance, etc. Et je ne comprends même pas cette privatisation de ces services essentiels qui sont fondamentaux. Voilà, je vous remercie et désolé pour le temps pris. Alors, quelqu'un pour répondre juridiquement ou parce que bon, moi je connais pas le dossier et donc c'est difficile d'avoir une réponse précise juridique par rapport à ce que vous nous signalez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse? Oui. Peut-être une réaction rapide. Merci beaucoup déjà pour votre témoignage. Je pense que, effectivement, c'est sûr qu'on a un souci aujourd'hui. Ce que vous avez dit, ça renvoie à deux choses auxquelles je pense. La première, c'est effectivement en fait qu'il faut pas travailler uniquement à refondre le régime du secret des affaires, etc. Il faut aussi travailler à protéger ceux par qui l'information arrive. Et donc, ça veut dire effectivement continuer de renforcer le régime de protection des lanceurs d'alerte, faciliter encore la divulgation publique, qui reste un peu quand même le parent pauvre, effectivement, du régime de l'alerte. Renforcer aussi la protection des journalistes, des lanceurs d'alerte, des sources contre les procédures Vaillon, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a cette directive qu'on doit transposer une fois de plus avant l'été. Ça veut dire renforcer aussi potentiellement le régime de protection du secret des sources des journalistes. Il y a pas mal de propositions sur la table en ce sens qui sont portées par des journalistes, par des associations comme Sherpa, RSF, Reporters sans frontières, etc. Le Fonds pour une presse libre. Donc il y a tout ça. Et il y a aussi une autre question qui est comment protéger et renforcer le rôle social et démocratique des associations qui luttent contre les atteintes à la corruption, etc. Et ça, c'est une question qui renvoie à celle de la recevabilité des associations devant la justice, et notamment à la question des agréments des associations anti-corruption. Aujourd'hui, voilà, le fait de pouvoir déclencher des procédures judiciaires en matière de lutte contre la corruption, ça reste assez compliqué pour plein de raisons. Et il y a des propositions sur la table aussi de la part d'associations comme JARFA, comme Anticor, comme Transparency International, pour renforcer l'accès à la justice dans des affaires comme celle-ci. Voilà. Oui, alors, attends. Est-ce que vous connaissiez cette association Sherpa, par exemple? Non, je suis exclusivement accompagné par la distance en alerte. Ah, d'accord. On pourra en reparler. Avec plaisir. Oui, allez-y, bien sûr. Si je peux compléter un tout petit mot sur la partie mécénat, hein, comme l'a dit Jean-Baptiste Villa, il y a les dérives, elles existent, c'est des exceptions, et c'est des exceptions en plus, néanmoins qui prospèrent et qui nuisent à l'ensemble de la profession. Moi, je parle en l'occurrence sur ce qui est enseignant, chercheur, etc. C'est-à-dire que la question, c'est d'abord faire un état des lieux sur l'existant. Aujourd'hui, on n'a pas d'état des lieux. On ne sait pas combien ça coûte. On ne sait pas. En fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont noué des liens avec quasiment tous les établissements existants. Mais personne ne le sait parce que, en fait, c'est impossible de travailler sur ça. Donc, et sur la question, c'est comment on encadre correctement, comment on met dans les contrats des garanties qui protègent. Les garanties, elles protègent la liberté académique des enseignants-chercheurs, elles protègent l'établissement qui accepte le mécénat. Mais donc, pour pouvoir décider quelles sont les bonnes ou les mauvaises modalités de mécénat, encore faut-il savoir quel est l'existant. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer à avoir ce débat si on n'a pas la transparence sur ce qui se fait actuellement. Donc, la question que vous posez, c'est qui contrôle ces opérations de mécénat, ces fondations, etc. Elles se multiplient. Si elles se multiplient, il faut un moyen de contrôle. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur un angle mort du contrôle citoyen, mais du contrôle même de l'État. Oui, bonjour, je m'appelle Bertrand Kamsu, je suis consultant en durabilité et en finance. Et hier, je regardais à la télé, il y avait le cas Exaion qui était abordé au Sénat par rapport à la vente de Exaion à une entreprise américaine. Exaion, en fait, c'est une filiale d'EDF qui est chargée de tout ce qui est blockchain, cybersécurité, intelligence artificielle. Moi, je travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et je me suis rendu compte qu'on faisait aujourd'hui preuve d'un peu d'hubristique.
C'est-à-dire qu'on était un peu orgueilleux vis-à-vis de nos compétences parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on fait un prompt auprès d'une intelligence artificielle, on est en train de communiquer avec une machine à laquelle on dit qu'est-ce que tu me proposes de faire et qu'est-ce que moi je vais devoir faire en échange. Et lorsque la machine nous répond, elle est en train de nous donner des consignes, c'est-à-dire des actions qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir atteindre notre objectif. Il se peut qu'aujourd'hui, on réalise qu'avec des grands groupes qui détiennent des forces quantiques, des forces artificielles, ben, les attentes de la machine sont devenues très importantes au point où il faudrait commencer à questionner les algorithmes qui sont utilisés dans la conception des différentes intelligences artificielles, revoir en fait les clauses qui ont été mises en place. Par exemple, en matière de RGPD, est-ce que ces algorithmes respectent les RGPD? Est-ce que les données des utilisateurs sont respectées? Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on aura vraiment en fait cette réponse à la question de l'information qui nous manque. Parce que la machine, en fait, à chaque fois que l'humain s'éloigne de par les actions qu'il est en mesure de mener, qui sont liées par exemple à son âge, à son vieillissement et compagnie, bah, la machine aussi, elle va intensifier. Parce que nous sommes dans une économie qui est globalisée et que l'Internet n'est pas souverain. Ça veut dire que toutes les informations que nous rentrons dans la machine et que les choses que nous prétendons être en mesure de faire au quotidien, bah, la machine, elle les enregistre dans une blockchain qui est internationalisée. Et aujourd'hui, on parle de la privatisation de Exaion, c'est-à-dire que c'est une entreprise américaine qui va commencer à gérer la blockchain de données de plusieurs Français à travers EDF. Alors, je trouve que c'est vraiment un enjeu informationnel parce qu'il faut rester souverain en matière d'information. Et cette souveraineté devrait commencer par la confiance locale, c'est-à-dire par un partage d'informations à l'intérieur, parce que c'est de là, en fait, justement, que viennent toutes les dérives. Si à l'étranger, on constate que chez nous, on n'arrive pas à partager les bonnes informations, ils n'ont aucune raison de donner les bonnes informations. Au contraire, ils vont nous inonder avec des deepfakes, ils vont nous inonder avec des rabbit holes, et après, on ne saura plus où on sera. On marchera dans la rue, on entendra un blue bagging du téléphone de celui qui est à côté, dira « ta mère », et on voudra le frapper, on pensera que ça vient de lui. Voilà, donc c'était ce sur quoi je voulais attirer l'attention. Oui, il y a ce qui est caché et maintenant ce qui est alimenté et qui ne nous est pas caché mais qui nous manipule. Alors là, ça sera le prochain colloque, l'intelligence artificielle. Le trop d'informations que l'on a aujourd'hui papier ou informatique et le trop d'informations que l'on peut avoir par des questions que l'on pose à une machine mais qui est alimentée à la fois par nos questions mais également par d'autres qui sont peut-être plus malveillants. Et oui. Une autre question? Oui. Bonjour, je suis Alban Nénon, je suis membre du collectif La Voix est libre, du coup, qui milite contre la 69, mais pour une autre voie aussi, faut le dire aussi, enfin, c'est l'alternative citoyenne qui est proposée. Et là, c'est une réaction par rapport à ce que disait Mathieu sur le fait qu'on oppose le secret des affaires chez les mécènes en disant, voilà, il y a pas de concurrence, et en fait, juste la concurrence, elle est transposée entre les établissements. Enfin, c'est juste ça, parce qu'au final, à la fin, ça parlait de concurrence entre les établissements de recherche, et c'est ça, enfin, c'est assez inquiétant. Donc, c'est juste cette transposition-là que je me disais, tiens, en fait, il y a pas de concurrence, mais en fait, voilà, ça se transpose, quoi. Voilà. C'était juste cette petite remarque. Et pour info aussi, donc, le groupe Éric Ducournau, qui est donc le PDG de Pierre Fabre, hein, vous savez que Pierre Fabre est quand même une entreprise du coup locale du Tarn qui est très active depuis de nombreuses années dans le lobby en fait qui a poussé à faire cette autoroute. Depuis quelques semaines, le PDG de Pierre Fabre est donc président de la TBS, la Toulouse Business School. Voilà, c'est juste une petite information au passage. Oui. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire quoi alors? Merci beaucoup, Madame la députée, pour l'organisation de ce colloque. Pierre Leflèvre, je suis responsable transport au sein du réseau Action Climat, donc un réseau d'ONG qui lutte contre les causes du changement climatique. On s'intéresse beaucoup à ces questions de transparence, notamment des aides publiques. Je remercie en particulier le travail de Monsieur le Sénateur sur ces enjeux, à la fois le travail de recherche et puis le travail aussi de valorisation des résultats de cette enquête qui est très précieux dans le débat public. J'imagine que c'est un des sujets qui va être abordé dans la prochaine table ronde, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, je vais être très rapide. Vous avez parlé de la question du registre des aides à la presse. Il y en a un autre, c'est celui des aides de l'État en faveur des associations. Et là, par contre, il y a un tableau qui est très clair, qui est accessible, avec l'ensemble des associations, les montants touchés, etc., ce qui permet d'avoir le débat démocratique. Et là, on peut être pour ou contre le fait qu'il y ait ces aides, et il y a d'ailleurs régulièrement le débat à l'Assemblée nationale avec des groupes politiques qui
considère qu'il faut couper certaines des aides aux associations. Alors, c'est des amendements qui n'ont jamais de majorité jusqu'à présent, et bien heureusement selon moi, mais de fait, ce débat démocratique existe. Sur les entreprises, il est très compliqué de l'avoir en effet. Et je vais donner un exemple sur le secteur automobile. Moi, je travaille beaucoup sur les enjeux d'industrie automobile et de transition du secteur automobile. On n'a aucune idée de quelles sont les aides publiques touchées par Renault et Stellantis sur les 5 dernières années, par exemple. Or, c'est 100 000 emplois qui ont été détruits dans le secteur automobile sur 10 ans, et c'est la conséquence de choix stratégiques qui ont été faits par les constructeurs, de délocalisation, etc., malgré les aides publiques. Autre point important, Stellantis, par exemple, se situe parmi les grands groupes, parmi ceux qui récompensent le plus leurs actionnaires, c'est eux qui versent le plus de dividendes. Donc en fait, et c'est pas un raccourci de dire ça, c'est des acteurs qui touchent énormément d'aides publiques, on ne sait pas combien et pourquoi faire, et qui reversent cet argent-là en dividendes à des actionnaires. Donc en fait, indirectement, les impôts, la dépense publique financent, récompensent, rémunèrent des actionnaires d'un gros groupe privé comme Stellantis. Ça pose une question démocratique qui est essentielle. Déjà, il y a la question, vous l'avez évoqué également dans les différentes interventions, de qu'est-ce qu'on fait de l'argent public. Et là, il peut y avoir toute la question du conditionnement de ces aides, des conditions sociales, des conditions environnementales, etc. Mais pour être en mesure d'avoir ce débat, il faut savoir quelles entreprises touchent quoi. Et aujourd'hui, en effet, c'est très compliqué. Et par l'exemple que je voulais donner de Stellantis, on voit que ça a des conséquences sur les emplois, ça a des conséquences sur quels sont les véhicules qui sont vendus aujourd'hui, des véhicules qui sont trop chers, qui ne sont pas en accord avec la décarbonation qu'on a envie de mener sur le premier secteur émetteur d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc, ce secret des affaires, c'est le manque de transparence des aides publiques et a des conséquences très concrètes sur des gens qui perdent leurs emplois, sur des délocalisations, sur des objectifs climatiques qu'on n'arrive pas à atteindre. Est-ce qu'il y a une autre question qui empêcherait tout le monde de prendre un café? Attention. Ça sera sa faute. Bon, Clarisse Feltin, journaliste pour Off Investigation et Mediapart. J'ai fait une enquête, bon, j'ai fait une enquête sur la 69, mais là, j'ai fait une enquête sur des projets immobiliers au sein donc la création d'un quartier entier à Clamart. Et donc, il y a la création en fait d'un truc un peu bizarre, un établissement public qui s'appelle Vallée Sud Grand Paris, donc qui réunit 11 communes et qui est chargé de l'aménagement du territoire. Et de plein d'autres choses, en fait, gestion des déchets. Enfin, la liste est hallucinante. Là, je viens de regarder. Et il n'y a aucune transparence. Et ça, c'est hyper grave, en fait, parce que, bon, là, je m'intéresse juste à cet endroit-là, mais j'imagine que c'est partout en France. Et ne serait-ce que pour connaître les délibérations, connaître l'ordre du jour, il n'y a pas non plus. Ils organisent des consultations publiques en plein mois d'août. Enfin, je veux dire, là quand on parle d'une jungle, mais alors c'est au niveau vraiment local, c'est pas des grandes multinationales. Donc je me demande. Alors moi, je suis attaquée en diffamation pour l'enquête que j'ai faite, qui a été publiée par Mediapart en janvier dernier. Donc le maire a dit qu'il m'attaquait en diffamation. Pour l'instant, j'ai aucune nouvelle, mais donc j'attends d'être convoquée par le juge. Mais en plus, donc il y a aussi ça, c'est que c'est très difficile de pouvoir enquêter là-dessus. Voilà, est-ce qu'il y a des associations qui s'intéressent à ça, à ce manque de transparence? Et est-ce que ça rentre aussi dans le problème de secret des affaires, dans la mesure où c'est quand même enfin, il y a des intérêts publics et privés qui sont mélangés? Voilà, c'était une question aussi juridique. Là, peut-être je vais répondre, peut-être il y a d'autres interventions. En fait, là, on est confronté à la question de la délégation-subdélégation de notre millefeuille administratif extrêmement complexe. La création de SEM, la création, les intercommunalités, puis après une subdélégation à une autre société pour les déchets ou pour l'aménagement du territoire ou pour je ne sais trop quoi. Et qui fait que de délégation à subdélégation, etc., on perd complètement la visibilité de l'action et que par ailleurs, il n'y a pas de recensement à un endroit précis, sur une plateforme précise, de toutes les délibérations et à la fois de la collectivité qui a subdélégué, mais également de l'instance à laquelle elle a subdélégué. Faites des recherches pour retrouver des arrêtés, pour retrouver
Bon, les décrets, ça va, mais pour retrouver des arrêtés de toutes sortes ou les délibérations, c'est souvent planqué sur le site de la collectivité, dans un endroit où, pour arriver, déjà, c'est très, très compliqué. Enfin, moi, je prends l'exemple des recherches que j'ai pu faire par rapport aux carrières qui ont alimenté le chantier de la 69 pour aller retrouver les autorisations d'exploitation de ces carrières ou les élargissements d'exploitation de ces carrières. C'est extrêmement compliqué, alors même que tout ça répondait à un schéma régional des carrières d'Occitanie. Donc on aurait dû le retrouver, ne serait-ce que sur le site de la préfecture, de façon très aisée, mais pas du tout. Donc rien n'est fait pour faciliter la vie. Alors c'est pas d'être complotiste que de dire cela. C'est que chacun, il y a deux raisons. La première, c'est que les administrations sont organisées en tuyaux de poêle, c'est-à-dire chacun classe dans son endroit par rapport à sa préoccupation, sans se soucier à aucun moment donné de la question démocratique de l'accès à l'information. Et ensuite, aidé par comment dire, cette opacité d'organisation, certains, effectivement, en profitent. Alors peut-être que c'est le cas dans l'exemple qui est cité, mais en tout état de cause, l'organisation même de nos institutions fait que déjà c'est opaque et que c'est difficile de trouver, difficile d'accéder à l'information, y compris quand on est député, et je vous en parlerai tout à l'heure. On va prendre le café parce que sinon je sens qu'il y en a un autre qui va poser une question. Merci à nos intervenants en tout cas, et on peut les applaudir bien fort.